Et on va laisser la parole à Gérard Audibert qui va nous parler de comment dépister, détecter le patient à risque en préopératoire. Merci Lionel. Alors, mieux vaut prévenir que guérir. L'AVC périopératoire est une réelle catastrophe et savoir détecter les patients à risque est dans notre spécialité quelque chose de très important. Très important parce que c'est un événement qui est assez inhabituel dans la pratique des anesthésistes réanimateurs. On admet qu'en dehors de la chirurgie cardiovasculaire où la prévalence de ces accidents est importante, environ une anesthésie sur 1000 en chirurgie non cardiovasculaire peut résulter dans un AVC périopératoire. Ces AVC sont dans leur écrasante majorité ischémiques, environ 95%, et parmi les AVC ischémiques, ces AVC vont être essentiellement emboliques. Le pronostic va être grevé de manière redoutable, puisqu'on admet que, grosso modo, la mortalité périopératoire des patients va être multipliée par 8. La difficulté éventuellement dans la détection de ces AVC, c'est qu'ils sont décalés le plus souvent par rapport à l'anesthésie et qu'ils vont survenir majoritairement dans les jours suivant l'anesthésie et la procédure, alors que seuls 6% surviendront en péropératoire. Vous voyez cette diapositive de nombreux facteurs de risque liés aux patients. Je ne vais pas tous les énumérer parce que ceux qui vont nous intéresser le plus, évidemment, c'est ceux sur lesquels on a une modulation possible. Parmi ceux-là, l'anesthésiste doit porter une attention particulière aux patients qui ont des antécédents d'accident vasculaire cérébral. Alors, qu'est-ce qu'on entend par accident et quelle antériorité de cet AVC ? Eh bien, il faut considérer comme le patient comme à très haut risque s'il a un AVC qui date de moins de 3 mois, un petit peu moins de risque s'il a un AVC de moins de 6 mois, mais encore un assez haut risque. Et on admet que le risque revient à la moyenne au-delà de 12 mois. Pour essayer, chez ces patients aux antécédents d'AVC, de limiter les risques, on peut essayer de maintenir l'aspirine, bien que cette attitude classique soit un petit peu remise en cause par les études récentes, notamment POAS-2. Il faut absolument maintenir au maximum l'anticoagulation, on y reviendra. Et si le patient est déjà sous statine ou sous bêta-bloquant, maintenir ces traitements. La deuxième circonstance déclenchante de manière habituelle et assez fréquente un AVC périopératoire est la fibrillation atriale. Elle augmente le risque, notamment en chirurgie cardiaque, et particulièrement lorsqu'elle se produit de novo après le geste chirurgical. La fibrillation atriale entraîne un risque d'AVC à la fois par bas débit et par mécanisme embolique. Et pour prévenir ce mécanisme d'embolie, évidemment, l'anticoagulation des patients est une clé. Et si le patient sous fibrillation atriale est sous antivitamine K, il faudra avoir soin de réaliser un relais préopératoire. Enfin, le problème des patients porteurs d'une sténose carotidienne, qu'elle soit symptomatique ou asymptomatique, la conduite à tenir est relativement bien codifiée quand elle est symptomatique. Et si le patient est porteur d'une sténose serrée, supérieure à 70%, elle doit être revascularisée. Si elle est inférieure à 50%, il n'y a à peu près jamais d'indication de revascularisation. Et enfin, dans les zones intermédiaires, la discussion doit être établie avec le chirurgien qui décidera ou non d'un geste de revascularisation en fonction de l'âge, des comorbidités et de la sévérité de l'AVC. Ce qu'on voit donc, c'est qu'il y a quand même quelques petits facteurs sur lesquels l'anesthésiste doit être attentif s'il veut prévenir la survenue de cet accident qui est encore une fois rare mais catastrophique. Merci beaucoup Gérard pour cette overview du patient à risque en fait. Et dans les chirurgies, est-ce qu'il y a des chirurgies qui se démarquent vraiment du reste? En particulier, quel type de chirurgie cardiaque? Alors dans la chirurgie cardiaque, la chirurgie valvulaire est celle qui est le plus à risque, de loin. Toute la chirurgie vasculaire lourde, et notamment la chirurgie qui manipule la carotide. D'une façon plus générale, les chirurgies cervicales, l'ORL en particulier. Et après, le risque devient nettement moins important dans les autres chirurgies, avec un micro-focus, on va dire, une chirurgie qui est un petit peu particulière, qui est la chirurgie de l'épaule en position assise, où classiquement,
et de façon, évidemment, en aggravant considérablement le pronostic, cet accident peut se produire. D'accord. Là, j'ai une question d'internaute qui s'intéresse, qui est très pratico-pratique. Tu as commencé à l'aborder sur je suis à la consultation d'anesthésie, j'ai un patient, il arrive, il est en ACFA avec des anticoagulants. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois faire un relais préopératoire ou pas? Alors, en ce qui concerne les anticoagulants, deux possibilités. Ou notre patient est sous antivitamine K. Là encore, deux possibilités. Il a déjà des antécédents d'AVC et là, il n'y a pas de débat. On fait un relais préopératoire. En revanche, s'il n'a pas d'antécédents d'AVC, classiquement, on ne relaie plus les antivitamines K avant l'intervention. Et si le patient, comme c'est maintenant de plus en plus fréquemment le cas, est sous AOD, comme vous le savez, il n'y a pas de nécessité de relais dans aucune de circonstances et quelle que soit l'AOD. Et ça change beaucoup nos pratiques. Jean-Luc, pour vous, la chirurgie cardiaque, vous avez une approche de prévention ou vous essayez de discriminer de façon plus fine qu'en chirurgie tout venant ces patients à risque? Sur le risque d'AVC? Oui. Non, il n'y a pas de spécificité liée à la chirurgie cardiaque, si ce n'est l'incidence qui est effectivement nettement plus élevée. On peut rajouter toutes les manipulations de l'aorte et puis la CEC en elle-même, évidemment, avec tous les mécanismes emboliques que l'on connaît. Non. Oui, puisque les études récentes retrouvent qu'on est presque entre 45% des patients qui font des AVC silencieux, en fait, quand on fait des IRM avant et après. Il y a une chirurgie, c'est la chirurgie de l'épaule, où on voit pas mal de cas cliniques sur les positions extrêmes. On va se retrouver en chaise longue avec une incidence, semble-t-il, qui augmente AVC périopératoire. Tout à fait, c'est clairement un modèle de chirurgie à risque. Après, je ne voudrais pas déflorer le sujet de mon voisin. En tout cas, ça nous invite à faire très attention à la pression artérielle chez ce patient-là. Et une des meilleures préventions, déjà, c'est de ne pas monitorer la pression artérielle n'importe où et de bien faire attention à la monitorer aux membres supérieurs contralatérales et surtout pas aux membres inférieurs. Alors, autre question d'internaute, toujours très pratico-pratique. Je suis en consultation d'anesthésie, j'ai un patient qui arrive, il a un souffle carotidien. Qu'est-ce que je dois faire? Alors là, on rentre évidemment dans les zones qui sont un petit peu plus floues dans les recommandations. Probablement, il y a déjà un certain nombre de patients qui ont un souffle et qui n'ont aucune pathologie carotidienne. Il faut clairement le savoir. Là, on va stratifier le risque en fonction du type de chirurgie auquel il est candidat. Si c'est une chirurgie mineure, ça a peut-être évidemment moins d'importance. Si c'est une chirurgie sous ALR, ça a beaucoup moins d'importance. En fonction des comorbidités de ce patient-là, de son âge, de son risque vasculaire. Et sur une chirurgie lourde et avec un patient qui a des comorbidités, eh bien ce patient-là, il bénéficiera d'un Doppler des vaisseaux du cou. Et en fonction du degré de la sténose, on décidera ou non de le gérer avec un chirurgien vasculaire. D'accord. Et est-ce que ça va te pousser à mettre un monitorage spécifique en péropératoire, ce patient qui est potentiellement à risque? Alors, c'est particulièrement un domaine relativement flou. Il y a une certaine pression marketing pour imposer tel ou tel monitorage récent. En fait, probablement, et à la lumière de la littérature, le monitorage le plus important, c'est celui de la pression artérielle. Et en fonction de la nature, encore une fois, de l'intervention, je serais probablement plus agressif sur la mise en place d'une pression artérielle invasive chez ces patients-là. On peut être d'accord pour dire quand même que si on a le cas, on fait un échodoppler. Si l'échodoppler a une sténose non significative, on est tranquille, on fait comme tout le monde. Le seul cas, c'est si l'échographie montre une sténose sévère. On a dans le cas d'un patient qui a très haut risque et évidemment, il faut prendre des mesures quand même, on va dire un peu particulières, comme tu le dis, au moins sur la pression artérielle, peut-être sur le CO2, etc. On est sur un patient à très haut risque d'AVC à l'évidence. Celui-là, probablement, s'il a une sténose très serrée, donc au-dessus de 70%, même asymptomatique, je vais l'adresser au chirurgien vasculaire. Je modulerai ça en fonction de l'urgence de la chirurgie, etc. Mais ça nous invite à être un peu plus méfiants. S'il y a une catégorie de patients qui est le plus à risque, c'est probablement les patients qui ont déjà fait un AVC. Tout à fait, c'est probablement le facteur de risque majeur, et ce d'autant que cet AVC est récent. Donc j'ai un patient, toujours à la consulte, il arrive, il me dit qu'il a fait un AVC il y a 3 mois. Quelle est ta stratégie si c'est une chirurgie non urgente et si c'est une chirurgie urgente ou semi-urgente?
type néoplasique, quoi. Si c'est une chirurgie semi-urgente, en particulier une chirurgie néoplasique, malheureusement, je crois que j'ai les mains liées là et que je vais le considérer comme un patient à très haut risque. Il va falloir établir une balance bénéfice-risque et prévenir le patient du risque. Ça me paraît très important parce qu'on commence à rentrer dans un risque de complications périopératoires et particulièrement d'AVC qui flirte avec le 1%, voire supérieur à 1%. Donc il faut discuter clairement ce risque avec le patient, mais je n'aurai pas le moyen de le reporter. Si c'est une chirurgie à froid, typiquement une chirurgie fonctionnelle, on va prendre la prothèse de hanche par exemple, eh bien ce patient, je vais lui dire que ce n'est pas raisonnable de se faire opérer et qu'au maximum, on va essayer de le décaler à 9 mois, 12 mois. S'il a trop mal, on verra. Mais en tout cas, sûrement au-delà de 6 mois. D'accord, donc c'est vraiment le cut qui a tendance à se déplacer de 3 mois vers 6 mois sur les grosses cohortes où on voit qu'à 6 mois, le risque est encore persistant, c'est ça? Il est même persistant jusqu'à 9 mois. Donc si je peux, je le décale jusqu'au 9e mois et il rejoint vraiment la ligne de base au-delà de 12 mois. Donc en chirurgie fonctionnelle, en tout cas, il n'y a pas de doute qu'il faut essayer au maximum de réduire le risque en décalant l'intervention. D'accord. Donc je dois faire l'intervention dans cet intervalle-là. Je te repose la question du monitorage. Est-ce que tu vas intensifier ou non le monitorage ou tu restes sur un monitorage pression? Et pression, quel type? Invasif, pas invasif? Sur ce patient qui a un antécédent d'AVC. Sur ce patient avec un antécédent d'AVC, probablement ça sera pression artérielle invasive sans aucun doute. Et je ne crois pas, mais le panel peut s'exprimer, je ne crois pas qu'il y ait un intérêt à un autre monitorage et qu'un autre moniteur ait démontré réellement un intérêt dans cette indication. Non, enfin, moi, je suis d'accord avec toi. Je ne mettrai pas un autre moniteur, sauf peut-être, on a actuellement des bis bilatéraux. D'abord, ça va m'aider à monitorer la profondeur de l'anesthésie sur ce patient qui est à risque d'hypotension probablement pour ne pas trop l'endormir. Alors, on n'y croit pas, mais enfin, moi, j'y crois encore. Et puis, avoir un EEG bilatéral, quelquefois, ça peut prévenir, rarement, mais quelquefois, il y a des cas cliniques, en tout cas dans la littérature, ça peut prévenir d'un accident péropératoire et ça peut être utile. Vincent? Ouais, moi, je dirais que c'est de l'ordre du cas clinique, mais si on peut appuyer sur un point qui, lui, est assez pragmatique, c'est que ces malades ont besoin d'une surveillance post-opératoire vraiment dédiée. Et on va voir, l'incidence n'est pas forcément en salle de réveil. Et donc, il faudra probablement intensifier la surveillance clinique de ces malades à la recherche de signes de localisation. Ouais, Oui, parce que d'accord ça pour le post-opératoire. Je crois que c'est un message aussi important hein, dans le délai de survenue. Il n'y a pas que le péropératoire. Hein, ils sont très, très à risque sur les 15 jours. Hein, alors, il y a un très haut risque sur les 3 premiers jours, mais le risque persiste sur les 15 jours post-opératoires. Donc celui-là, on ne pourra pas le monitorer aussi longtemps, mais je pense que 3 jours en USC, ça paraît une option raisonnable, en fonction de l'importance du risque d'AVC. En tout cas, ce qu'il y a dans la littérature, c'est quelques données qui montrent que le monitorage continu de la pression artérielle, après son caractère invasif ou non invasif, on peut discuter parce qu'on a des moniteurs qui arrivent, qui permettent un monitorage continu non invasif. Alors, peut-être que dans ce cas précis du patient et un antécédent d'AVC, il faut le valider, mais le monitorage continu en temps réel, manifestement, présente un avantage sur un monitorage discontinu par oscillométrie, même si on mesure la pression artérielle toutes les 5 minutes, comme c'est recommandé par la Société américaine, par exemple, toutes les 3 minutes. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça, parce que les moniteurs non invasifs continus qui arrivent, on peut questionner leur pertinence quand le patient saigne, mais alors justement, là, il va peu saigner, on s'intéresse à maintenir un niveau relativement élevé de pression artérielle, et probablement, c'est une excellente indication.